Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je reçois le journaliste, éditorialiste et Hmm. essayiste Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Béatrice, merci de cette invitation en tout cas. Mais écoute, avec grand plaisir. Alors, tu sors un livre qui s'appelle La tempête qui vient. Hmm. Donc, évidemment, c'est très actuel, c'est très pertinent actuellement vu que tout le monde sent qu'on est bien en fin de cycle. C'est ton deuxième essai, c'est ça? Parce que tu avais sorti Lettres aux autruches et aux tubes digestifs qui avait très bien marché. Ouais, dans ce format-là, c'est le deuxième opus en fait, en indépendance totale, ma chère Béatrice, puisque j'étais avant chez Hugo Publishing et qu'aujourd'hui, dans le souci d'indépendance, j'ai voulu publier sous la marque Pouch Media pour être totalement indépendant sur les ventes, sur la texture et sur le contenu. Voilà, Donc, en fait, le livre se trouve sur Amazon, c'est ça? exactement, ou sur le Et site sur de ton Pouch site Media. et Hmm. le site de Ouais, Push Media. Ok, bien sûr. génial. Hmm. Je rappelle que tu as ta chaîne, que tu as 142 000 Ouais. abonnés, certainement plus maintenant, Hmm. et on peut te retrouver aussi sur Toxin Ouais. et un petit peu partout, et que tu traverses la France. Et justement, donc parce que tu rencontres les Français, parce que tu as vraiment suivi au plus près la crise Hmm. des Gilets jaunes, enfin toutes les crises très populaires, tu as décidé, en fait, moi j'ai lu ce livre comme en fait une lettre aux Français Ouais. pour quoi? Pour qu'ils ne se découragent pas, en fait. Ben oui, parce que c'est en fait les deux derniers livres, notamment Lettres aux autruches, plus digestif et celui-ci, c'est véritablement des questions qui me sont posées en permanence dans mes lives et dans les émissions et sur les réseaux sociaux. Donc j'essaie d'y répondre. La lettre aux autruches plus digestif, c'est de dire bon ben ouais, ben mon voisin, mon oncle, mon père, ma tante, ma copine, qui veux-tu, ne se rendent pas compte de la situation et manifestement continue à bâiller aux corneilles. J'ai écrit un bouquin là-dessus et la tempête qui vient, c'est on me dit mais c'est bien toutes ces émissions, c'est bien tous vos podcasts, c'est bien toutes vos conférences, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Ça n'avance pas pour nous. Donc, j'ai essayé de répondre à cette question-là, la tempête qui vient. Pourquoi? En gros, l'affrontement, il est inévitable avec la caste au pouvoir. Il est absolument inévitable. Il n'est pas à espérer dans le sens où, après, quand ça, je vais être un peu trivial, mais quand ça part en vrille, très sincèrement, c'est toujours inquiétant. Mais manifestement, avec les oiseaux qu'on a au pouvoir, oui, la tempête va venir. Quand le pays est effondré, manifestement, la tempête va venir et elle sera beaucoup plus violente, chère Béatrice, que celle des Gilets jaunes. Parce qu'avec les Gilets jaunes, il y avait des gens qui aujourd'hui ont pris conscience, notamment pendant la crise sanitaire, et je ne vais pas te faire la leçon, tu connais ça par cœur, et tu en as beaucoup parlé, tu t'es beaucoup engagé là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont basculé, qui ont compris qu'à un moment donné, on nous prenait vraiment pour des gros jambons. Voilà. Alors, il y a deux écoles, parce que c'est vrai Mm, que il y mm, a cette école de pensée, il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi qu'on mm. va direct vers un affrontement parce qu'il Ouais, sera inéluctable. Et puis, il y a les gens comme moi qui essayent quand même, alors je suis tout ouais. à fait d'accord sur le constat Mm, avec toi, hein, j'essaye de dire ce que je dis justement mm. pour réveiller les gens et pour qu'on n'en arrive pas à un affrontement violent et qu'il Ben oui, y a encore une voie pacifique, bien notamment sûr. comme aux États-Unis, parce qu'on voit que là-bas, Ouais. avec l'élection de Donald Trump, qu'on l'aime ou pas, qu'on aime sa Ouais, ouais, bien personnalité, sûr. qu'on trouve vulgaire ou pas, c'est quand Mm. même une prise de conscience Oui, du peuple américain qui a ouais, décidé de dire bon, maintenant ça ouais, suffit, on change, on arrête ce cycle mortifère et on prend conscience par les urnes. ouais. Et donc pacifiquement, est-ce que tu penses que c'est possible en France ou vraiment tu es absolument certain que la tempête va venir, qui est l'objet de ton livre? Ouais. Tu as bien fait de parler de Donald Trump. Cette image est absolument incroyable. Donald Trump qui signe des décrets. Tu l'as vu comme moi. Il se met en scène. Mais au-delà de la mise en scène, il y a véritablement toute la puissance du pouvoir souverain, Béatrice. Donald Trump, il signe des décrets qu'il a envie de signer parce qu'il n'y a personne autour de lui, personne en dessus de lui pour lui dire ces décrets, tu vas pas les signer, tu vas bien faire comme on veut. C'est très différent en France parce que même Emmanuel Macron, bon, il le fera pas, on parlera, mais même un autre une autre classe politique ou du moins un autre parti politique permanderait au pouvoir, ils ne veulent pas, tu le sais, sortir de l'Union européenne. Donc nous sommes déjà un État fédéral. Donc à partir de là, la prise de conscience, l'issue démocratique, moi je l'appelle de mes voeux, bien entendu. Il n'est pas question ici d'appeler à l'affrontement, bien c'est évident. Et c'est d'ailleurs si on fait nos prises de parole, nos prises de position, nos médias, nos podcasts, c'est justement parce qu'on essaie à un moment donné de révéler conscience et de pouvoir offrir des grilles de lecture aux gens et de manière à pouvoir en faire des citoyens et après à s'exprimer démocratiquement dans les urnes. Sinon, on aurait fait autre chose. Sinon, on aurait pris le maquis en treillis et on aurait fait autre chose. Mais c'est pas le choix que nous avons fait. Mais la réalité, c'est que l'Amérique aujourd'hui et les USA sont très différentes de la France puisque nos élites, franchement, droite et gauche confondues, de la LFI au RN, ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Donc la souveraineté, elle n'est plus là et tout ce qui est dit dans ce sens n'est que pur mensonge. Donc, puisqu'il n'y a plus d'incarnation politique pour nous sortir de là et
nous désincarcérer de cette espèce de totalitarisme bruxellois, Ursula von der Leyen et consorts, eh ben, bien entendu, on n'a pas d'issue politique. C'est ça le drame. C'est qu'il n'y a plus d'issue politique et plus d'incarnation politique, même s'il y a des oppositions d'opérettes aujourd'hui qui vont beaucoup sur le plateau télé, mais qui manifestement ont des théories et des réflexions qui me semblent absolument ineptes et qui, dans bien des cas, sont véritablement trompeuses, véritablement, et quelque part des mensonges aussi. Oui, je ressors deux choses de ce que tu dis. Alors, d'un côté, le fait qu'il y ait des décrets aux États-Unis, et c'est très bien parce qu'ils sont soutenus par la population qui vient de voter, donc il y a une vraie légitimité à passer ces décrets. Moi, ce qui m'inquiète dans ce discours, c'est qu'il peut quand même servir Emmanuel Macron. Je sais pas si tu te souviens, il y avait une petite musique sur l'article 16 à un moment donné qui était justement vendue comme, bah voilà, comme ça lui permettra de diriger par décret. Et on a vu ce que ça a donné en Corée du Sud, où le chef d'État a pris la loi martiale, donc une espèce d'équivalent local de l'article 16, et finalement, il y a une procédure de destitution, l'armée est venue le chercher, etc. Et effectivement, la seule différence avec ce qui se passe en France et aux États-Unis, c'est que là-bas, le vote vient d'avoir lieu et qu'il y a une vraie légitimité à passer ces décrets, alors qu'en France, Emmanuel Macron est au plus bas dans les sondages, il a été rejeté dans les 3 dernières élections. Donc, même s'il le faisait, de passer ces décrets, il n'y aurait pas de légitimité. Et la deuxième chose, je suis totalement d'accord avec toi, il y a un problème d'opposition qui ne s'opposent pas, qui sont des oppositions effectivement d'opérette et qui posent dans les médias, qui font beaucoup de blabla, mais qui concrètement, quand il y a eu un vrai problème pour la population, ne s'est jamais opposé et a toujours sauvé plus ou moins le chef de l'État. Oui, mais clairement, c'est clairement ça. Et ça pose la question, tu as raison, de l'opposition politique. La légitimité de Donald Trump, elle est là, bien entendu. Et pour Emmanuel Macron, oui, il y a toujours ce risque. Aujourd'hui, nous vivons dans une telle incertitude, un tel chaos, un tel effondrement. Enfin, franchement, ça fait 17 ans que je suis journaliste politique, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un État se liquéfier, un système de putréfaction totale avec une opposition politique. Tu l'as dit, qui est censé être le chef de l'État garant des institutions, mais l'opposition politique est garante en quelque sorte de la démocratie, de faire valoir ses droits. Et quand on a un Emmanuel Macron qui nomme des gouvernements qui n'ont été élus absolument par personne, qui sont absolument illégitimes, que ça soit Michel Barnier, que j'appelle Michel Troïka Barnier, ou François Bayrou, qui ça fait 30 ans qu'il dort sur le paillasson pour rentrer dans un ministère, manifestement, l'opposition ne s'est pas du tout manifestée. On l'a vu pendant la crise sanitaire, on l'a vu pendant les agriculteurs, on l'a vu sur toutes les grandes crises de ce pays depuis qu'Emmanuel Macron est là. Mais je voudrais lever un tabou avec toi, Béatrice, ce matin. Concrètement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même toujours se dire que l'opposition politique ou la classe politique est dans un environnement économique. Il y a le doigt allégeance à ses fournisseurs. Ces fournisseurs, c'est l'État, notamment quand les gens sont députés, parce qu'ils touchent de généreuses indemnités. Et c'est le même système au niveau européen. Ces gens ne vont pas mettre un coup de pied dans la fourmilière parce qu'il y a trop à perdre personnellement en termes de carrière. Ces gens sont omnubilés par leur carrière. Que tu prennes la LFI, que tu prennes le RN, que tu prennes Retailleau, tous ces gens, ils ne voient qu'à une chose, c'est la démission de Macron et la présidentielle anticipée ou 2027 ou législative. La réalité, c'est qu'ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais que ça, ils sont aussi dans une perspective absolument de présidentialisation et surtout qu'ils ne veulent pas, je le répète, ils ne veulent pas, je vais être un peu vulgaire, ils ne veulent pas foutre le bordel parce qu'il y a trop à perdre en termes économiques et de carrière politique. Et cette incarcération économique, parce que je pense que le système politique est un véritable modèle économique dans lequel tu ne vas pas aller t'engueuler avec tes fournisseurs qui sont d'une part l'État par nos impôts, abondés par nos impôts, et de l'autre côté, l'Union européenne, le Parlement européen, où il faut le répéter en permanence, parce que ça, on n'en parle jamais dans l'opposition, les députés européens sont extrêmement bien payés. Ils ont des avantages que la majeure partie des Français n'ont pas du tout conscience. Et s'ils en avaient conscience, je pense que ça fait un petit moment que ce problème serait réglé. Voilà. Sans parler des lobbies sur place. En fait, l'Union européenne, ce que ça a fait le Parlement européen, ça a concentré tout le pouvoir en un endroit. Donc, ça rend même facile le travail des lobbies et des lobbyistes et de toutes les petites interactions. On va pas être désagréable, mais voilà, tous les systèmes de corruption. D'ailleurs, il vient d'en sortir un
sur le fait qu'on utilisait de l'argent public pour financer Oui, des les lobbies ONG. pour Ouais. à terme pousser des députés européens à voter des lois Mm. écologistes, Oui. Et etc. le Donc financement, Béatrice, faut le rappeler, c'est avec l'argent des Européens. C'est avec oui, de l'argent public, ce bien financement. C'est sûr. ça qui est formidable en plus, quoi. Tu Donc vois, on voilà. paye pour être mis, Ben, voilà. cornerisé et mis dans cette situation. Voilà. Mais comment on explique? Alors Emmanuel Macron nous avait vendu le nouveau monde et on se retrouve avec Bayrou, tu viens de le dire, Barnier, Rebsamen, enfin tout Ouais, ouais, ouais. le plus vieux monde du vieux monde des gens que je vois depuis ma naissance et Ouais. toi aussi. Et comment se fait-il que malgré ces publicités mensongères, les gens évidemment se sont fait berner. Je pense que ni toi ni moi, mais bon, la plupart des gens se sont fait berner au premier mandat d'Emmanuel Macron. Comment se fait-il que les gens ne disent rien devant cette caste d'à peu près une grosse centaine de gens qui est là depuis 40 ans et qui s'accapare tous les postes, le pouvoir et qui finalement verrouille totalement le système électoral, qui coopte toujours les mêmes copains, les mêmes à tous les postes, etc. Et finalement, c'est un cercle fermé, mais les gens ne disent rien en fait. Ils se sentent, je sais pas, qu'est-ce qui Ouais. se passe pour que les gens ne disent rien? C'est la question centrale de ce livre-là, La tempête qui vient, et celui d'avant d'ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voulait se schématiser une cartographie de la colère, eh ben on se dit effectivement que ça ne bouge pas, que chacun dans son périmètre. Moi, dans mon petit village de l'Hérault, les gens vont bosser, y a rien qui se passe, les gens vont faire un peu de sport pour ceux qui peuvent, bien entendu, il y a la classe moyenne qui continue à pouvoir manger 2-3 trucs. Mais manifestement, je pense que l'analyse, l'invisibilisation des médias, on se rappelle les agriculteurs, le deuxième mouvement qui a eu lieu il y a quelques semaines de ça, il y a eu une totale invisibilisation totale par rapport à janvier 2024. Donc, il faut pas se laisser leurrer également par cette façon d'avoir étouffé, réprimé le caste, à réprimer les gilets jaunes, à réprimer les manifestants contre la réforme des retraites. Je rappelle qu'elle a été soutenue par pratiquement plus de 85% des Français. Et il a invisibilisé les agriculteurs et les a réprimés immédiatement pour éviter que ça fasse tache d'huile. Les pêcheurs, je crois qu'ils sont pas loin aussi de monter au créneau. C'était le cas d'ailleurs, une interview sur Toxin. Là-dessus, on pourra en parler de la coagulation des forces. Il y a véritablement, si on regarde, on regarde rapidement l'état de la France, on se dit rien ne bouge. Mais la réalité est tout autre, dans le sens où il y a énormément de gens qui sont énervés, qui ont compris et qui sont prêts à se mobiliser. Moi, je le vois dans mes conférences, j'en fais partout en France, j'en ai même fait au Québec et je vais chez Bruxelles. Je me rends compte qu'il y a des gens dans des petits villages. Ça a l'air des anecdotes, Béatrice, mais je veux quand même que les gens entendent. Quand je vais à Sarlat ou que je vais à Mascla et que nous sommes obligés de refuser des gens dans une conférence que nous allons faire dans un bar de résistants qui a résisté pendant le Covid ou la crise sanitaire ou autre, dans des petits patelins où il fait -5, -6, que les routes sont verglacées le soir et que les gens ils viennent, ils prennent leur bagnole, ils viennent à 4 ou 5 pour remplir la salle, acheter des livres, discuter, échanger. Quand je les vois, c'est toujours ce que je dis en conférence au début, merci d'être là, parce que ça montre à un moment donné qu'il y a une véritable... C'est du militantisme, alors pas au sens politique du terme crasseux politique, c'est des gens qui veulent comprendre, c'est des gens qui veulent en prendre, c'est des gens qui veulent écouter, et c'est surtout des gens qui veulent échanger. J'étais à Sarlat, et je remercie d'ailleurs les organisateurs qui m'ont invité il y a 2 semaines à Sarlat. On a fait un dîner-débat. C'est pour ça que c'est intéressant. On a fait un dîner-débat. Et nous avions, comme nous étions trop nombreux, nous avons dû refuser du monde, et je m'en excuse auprès de ceux qui n'ont pas pu venir. On était une 50aine de personnes. Et bien, on a fait des tables partout. Et franchement, les gens ont plus parlé entre eux qu'avec moi-même. Et tant mieux. Alors, ils sont venus me voir, mais je veux dire par là, c'est qu'à la fin de la soirée, le nombre de groupes constitués de gens qui habitaient à 20 ou 30 kilomètres, qui ne se connaissaient pas, ces gens, finalement, se sont agrégés, se sont agglomérés. On peut, moi je pense que très sincèrement, on peut facilement le faire émerger au niveau du pays. On l'a vu avec les Gilets jaunes, beaucoup de collectifs se sont créés et on le voit, on l'a vu depuis la crise Covid, le nombre de collectifs en France après la crise sanitaire, mais c'est hallucinant. Donc ça veut dire qu'Emmanuel Macron est quand même un champion du monde en catégorie, en plus d'être le banquier des mauvaises affaires. On nous a vendu le Mozart de la finance, on a le Beethoven de la dette. Il est arrivé quand même en 7 ans à coaguler une résistance et à faire naître et à faire renaître de ses cendres, tel le phénix, une citoyenneté française qui avait totalement disparu avec l'abrutissement généralisé des masses qui a été mis en place depuis 40 ans. Et alors oui, je sais, ça fait pas la une de BFM, ça fait pas la une de SCI, ça fait pas la une des médias. Il y a que des médias comme nous qui en parlons, le tien, le mien et les autres. Mais finalement, il y a quand même énormément. Tu sais, il suffit pas. Enfin, il faut pas arriver à 25 millions de gens qui vont s'énerver.
s'il y en a 3, 4, 5, 6 millions qui, à un moment donné, constituent une masse critique, l'histoire, c'est toujours faite de minorités. Jamais de majorité de gens. Il ne faut pas croire que la Révolution française, les gens sont montés en masse à Paris. Certains ont jamais même connu la Révolution française. Ils ne savaient même pas que c'était avait eu lieu. Donc, je veux dire, par là, c'est qu'à un moment donné, cette masse critique, elle grossit de jour en jour. Et la question, c'est à quel moment elle va atteindre le seuil, le fameux critique. Voilà. Mais je continue de penser que j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça, parce que pour traverser la France et habiter dans l'Hérault d'un petit village, des gens qui ne me parlaient pas de politique il y a 6 mois, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, ils ont perdu leur sens de l'humour et que c'est des gens, je le dis souvent, ceux qui manifestement vont se rendre compte brutalement de ce que tu es en train de leur faire, comment on est en train de leur faire les poches, comment on est en train de voler leur liberté, leur dignité et leur dignité à vivre, à élever leurs enfants et à un moment donné passer un peu de bon temps sur cette terre. Le jour où ils vont comprendre, le jour où ils vont vraiment comprendre, ils ont compris, mais le jour où ils vont s'énerver, ces gens-là, ils discuteront pas. Hein. Ils discuteront absolument pas. Nous, on essaie avec nos communautés de formaliser, de formuler, de critiquer et de conceptualiser. Mais ceux qui en ont rien à faire, le jour où ils vont basculer, ils frapperont d'entrée de jeu. Et ça, je pense que la petite oligarchie au pouvoir s'en rend pas compte. Voilà. Moi, je pense qu'ils s'en rendent compte parce qu'en fait, sinon, comment tu expliques ce mantra perpétuel depuis 8 ans de fort avec les faibles et faibles avec les forts? Parce que, par exemple, il y a une répression terrible sur les gilets jaunes, sur les agriculteurs qui ont été mis en garde à vue. Enfin, c'était absolument scandaleux. Il y a même toi qui vas souvent au Québec, au Canada, il y avait eu le convoi des libertés, une répression mais hallucinante. On coupait les comptes bancaires des gens, enfin des choses folles. Et alors que on voit bien que cette même répression n'est pas appliquée ni au narcotrafic qui devient vraiment très très problématique en France, ni à la violence aux délinquants qui créent un comme il l'appelle un sentiment d'insécurité. La violence qui monte. En fait, tout ça ne connaît pas la même répression que les gilets jaunes qui voulaient juste bouffer ou que les agriculteurs qui veulent juste survivre. Donc, je pense quand même qu'il y a une conscience au plus haut niveau, qu'il y a quand même une colère et que c'est risqué pour eux. Mais d'un autre côté, cette conscience ne fait pas en sorte qu'ils arrêtent leurs lois confiscatoires et qu'ils continuent à avancer en fait avec le racket, avec les lois confiscatoires, avec l'écologie punitive, etc., qui met en condition tous ces gens. Donc, il y a une espèce de paradoxe quand même entre ces deux choses. Mais tu as raison, mais c'est patiné d'imbécilité, de débilité, parce que notamment la ZFE, si ces gens avaient 3 neurones qu'ils arrivaient à mettre en face, qu'ils arrivaient rapidement, après on en reparlera, j'imagine, plus longuement, s'ils avaient conscience qu'à un moment donné, s'ils arrivaient vraiment à mettre leurs neurones en face, tu vois, ils prennent 2 synapses, ils les mettent en face, en 3 là, eh ben, ils se seraient rendus compte que c'est une bombe sociale sans précédent, comme l'a été la taxe diesel pour les gilets jaunes. Donc, manifestement aussi, il y a un tel désastre cognitif chez cette pseudo-élite là, complètement déclassée intellectuellement, qui fait qu'à un moment donné, ils tirent sur les manivelles, ils appuient sur du bouton sur lesquels ils ne devraient pas appuyer. Et manifestement, ils sont totalement déconnectés. Et je vais le dire, hein, les députés de l'opposition, je les mets dans le même sac. Dans la déconnexion, je les mets dans le même sac parce que ça pose un problème. Et c'est le problème aussi d'incarnation politique. C'est ça qui pose un vrai problème aujourd'hui. La fonction tribunicienne d'un parti, tel que l'a pu l'être Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen de son côté, qui manifestement racontent absolument pas n'importe quoi, mais du moins, ils ont un fonds de commerce qui font fructifier. Voilà, un sur le vote communautaire, l'autre sur l'identité, pas la souveraineté, mais identité et pauvreté, déclassement. Et ils n'en croient pas un traître mot des deux côtés. Et bien entendu, les Français sont là en train d'en prendre, je suis désolé, je vais le dire, d'en prendre plein la gueule. Voilà. Et ça pose un vrai. C'est là que la fracture va se faire. Et la ZFE, je pense que c'est une grosse mèche. Voilà. Alors, merci pour cette transition. Justement, je voulais parler des ZFE. Et en fait, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, un peu moins dans les médias mainstream, ce qui montre, encore une fois, la déconnexion de cette petite caste. Je voulais juste revenir aux origines des ZFE parce que en préparant l'émission, je me suis dit, mais au final, qui a fait voter cette folie en fait? Et donc je regardais, et donc je vais vous lire juste le petit passage. Donc la loi sur les zones à faible émission, les ZFE, en France a été initiée par le gouvernement français, mais plus précisément, elle trouve son origine dans la loi d'orientation des mobilités promulguée en 2019. Cette loi a été portée
par nul autre qu'Elisabeth Borne, toujours Elisabeth Borne, Ouais. alors ministre des Transports sous la présidence d'Emmanuel Macron. Cette loi a établi le cadre législatif permettant aux collectivités locales de mettre en place les ZFE pour améliorer la qualité de l'air. Donc, on comprend quoi? Que c'est à nouveau Madame Elisabeth Borne qui a encore fait polémique hier parce que pendant qu'à l'Assemblée nationale, il parlait du meurtre d'Elias, elle rigolait comme… il me semble qu'elle a fait aussi une polémique quand elle était à Mayotte. Oui, avec deux jeunes enseignants, Oui, tout à fait. Ah oui, elle a tourné le dos à un enseignant qui lui parlait, c'était totalement lunaire. J'ai l'impression que non seulement ces gens sont déconnectés, en fait, dans une bulle sociale totalement déconnectée, mais qui en plus sont déconnectés émotionnellement, en fait. C'est pas uniquement une bulle sociale, c'est une bulle même… ils sont totalement, comme on dit en anglais, tone deaf. C'est-à-dire qu'ils ne sentent pas l'énergie dans la pièce, quoi. Ils ne sentent pas quand c'est approprié ou pas approprié de réagir d'une façon ou d'une autre. Et c'est extrêmement inquiétant parce qu'en fait, ils sont dans une autre dimension émotionnelle. Et je voudrais juste dire sur les ZFE, et après, je voudrais avoir ton avis. Est-ce que tu penses que ça va être donc le détonateur, comme tu le disais, d'un nouveau mouvement type Gilets jaunes? Est-ce que les gens prennent la mesure? Parce que je crois qu'il s'agit de à peu près 20 millions de gens concernés. C'est plusieurs millions d'habitants. Donc c'est colossal, c'est presque un tiers de la France. Et c'est une ségrégation sociale parce que quand on regarde dans les faits, ils te vendent ça pour la qualité de l'air, mais en fait, tu vois que comme il n'y a pas de mesure compensatoire, ça va juste déplacer la pollution, donc ça va même pas arriver à améliorer la qualité de l'air, ça va ruiner les petits commerçants et ça va faire une ségrégation sociale. Donc je voudrais avoir ton avis sur tout ça. Ben oui, alors pour reparler rapidement sur la déconnexion, en fait, ces gens sont fondamentalement méchants, véritablement méchants. Ces gens sont méchants, manifestement, intrinsèquement méchants, et puis ils ont un formidable mépris de classe. Il y a un mépris du peuple, mais qui est absolument à vomir. Ces gens méprisent le peuple, et ça répond la ZFE. D'ailleurs, tu l'as très bien dit, Babette Borne, mamie vapote, bien entendu, qui vapote à l'Assemblée. Il y a bien qu'elle qui vapote à l'Assemblée, hein. Manifestement, elle en a un peu rien à faire, mamie vapote mais la réalité, c'est que c'est aussi sous injonction bruxelloise. Tout ça, c'est le ressucé du Green Deal, c'est toute cette histoire-là, à un moment donné, qui est en train de fracasser l'industrie automobile et l'économie de tout court. D'ailleurs, les patrons allemands, il faut savoir qu'ils sont sur le point de manifester. Les patrons d'industrie allemandes vont manifester dans les rues des grandes villes allemandes. Mais pour en venir à la ZFE, c'est un mépris de classe, manifestement. C'est un nouveau recul de nos libertés fondamentales. Tu l'as dit, comment on peut empêcher quelqu'un qui a une voiture de 98 d'aller bosser parce que c'est son seul gagne-pain? Donc finalement, ces gens-là, il y a une déconnexion totale, mais s'il y a vraiment ce mépris de classe en disant, bon, mais ils ont qu'à acheter des voitures électriques pour avoir une ville plus vertueuse, plus inclusive, parce que c'est le côté de l'inclusion. Alors, on n'est pas du tout dans l'inclusion, là. On est dans l'exclusion totale, mais c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sous couvert d'écologie, on essaye, bien entendu, de confiner les gens socialement, parce que là, c'est un confinement pas sanitaire, mais un confinement social, dont ils ont intérêt, et puis ils ont toute connaissance de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on n'est pas si loin que des Gilets jaunes, Béatrice. Rappelle-toi Édouard Philippe qui a mis les routes de 90 à 80, qui a mis la taxe diesel. Et eux, maintenant, ils mettent la ZFE, c'est pire que la taxe diesel et les routes en abaissement de vitesse de circulation à 80 km/h. Ces gens sont prêts à tout pour, bien sûr, des pourtours écologiques, d'écologie, parce que la réalité, c'est que c'est des ZFE, effectivement, des zones de faible émission, mais pour notre gouvernement, ce sont des zones de faible émission intellectuelle et culturelle. Donc, c'est un ZFE acronyme plus, manifestement. Et ces gens ne se rendent pas compte que ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Et je pense que c'est non seulement une mesure de ségrégation sociale, mais en fait, on entre progressivement dans le système du crédit social, parce que finalement, ces ZFE, pour les appliquer, tôt ou tard, on va bien avoir des QR codes, il va bien y avoir des contrôles, ils vont justifier les contrôles, la mise en place de caméras algorithmiques pour faire appliquer cette loi. Et donc, on glisse. En fait, c'est la suite logique du pass charlatan dit sanitaire contre lequel nous, on alertait déjà à l'époque parce qu'on avait senti que ça n'allait pas évidemment s'arrêter là. Et on en est là, on en est à ça. Après, maintenant, il y a une info qui est sortie hier que les poubelles maintenant vont être pucées. Bon, il vaut mieux en rire, quoi, parce qu'on est tellement dans un délire. Les poubelles vont être pucées pour pouvoir peser
le taux de poubelle et donc à terme mettre certainement des amendes aux poubelles trop lourdes, trop remplies, ce qui va créer une nouvelle délinquance, la délinquance des poubelles et des décharges sauvages, où les gens vont mettre dans la poubelle du voisin pour pas se faire punir par cette espèce de crédit social permanent. Donc les ZFE, les passes en tout genre, des obligations sanitaires, etc., qui vont certainement revenir à un moment donné sur le tapis, les poubelles pucées. Et en fait, on rentre progressivement dans des quartiers où il faudra des QR codes comme pendant les Jeux Olympiques pour rentrer, sortir, tout ça vérifié par des caméras algorithmiques. Et je voudrais juste dire, j'en profite de notre émission pour dire la différence à nouveau, parce que les gens sont confus en disant oui, mais c'est très bien les caméras de surveillance. Oui, mais les caméras algorithmiques, ça n'a rien à voir avec les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance, on regarde la bande s'il y a un problème, alors que les caméras algorithmiques, tout se fait un traçage en temps réel. Donc, c'est là où est la grosse différence et le danger. Mais donc voilà, on rentre dans un crédit social, en fait. C'est les prémices des villes de 15 minutes, tout ça. Mais c'est terrible parce qu'on en revient une nouvelle fois à la position politique. Ça fait combien qu'on en parle, nous, des ZFE? Ça fait plusieurs mois qu'on en parle, qu'on alerte là-dessus sur l'ensemble de nos médias. On en a parlé, on fait des tweets, on fait des articles, on partage. Moi, on a écrit des articles là-dessus. Et là, par exemple, il y a l'opposition qui s'est réveillée il y a 10 jours ou 15 jours. Oui, les ZFE, on va faire des réunions, on va faire des ci, on va faire des mi, on fait des tweets, on va sur les plateaux télé. Mais les gens de l'opposition, là, ça fait quand même un petit moment que les ZFE sont en prévision. Nous, ici à Montpellier, Michael Delafosse, l'émérite maire de Montpellier, lui, il nous a fracassé le centre-ville, manifestement, avec des pistes cyclables qui font 4 mètres de large alors qu'il y a 3 pélos qui passent par jour sur les boulevards. Eh ben, il a fait la ZFE. Ça a été un des premiers à la faire ici avec Lyon, avec Strasbourg, avec d'autres. Mais la réalité, c'est que l'opposition politique, tant que ces gens, l'opposition politique leur rentrera pas dedans, mais vraiment leur rentrera dedans correct. Il faut vraiment leur rentrer dedans de façon institutionnelle, constitutionnelle, bien entendu. Il ne faut pas déformer mes propos. Mais je veux dire que tant que l'opposition politique continuera à accepter ça, le recul de nos libertés sera patent. Et qu'est-ce qui vient de venir? Eh bien, à un moment donné, ce sont les Français qui devront faire le ménage. C'est malheureux de dire ça. C'est malheureux et il ne faut pas l'espérer pour le coup. Mais c'est toujours le problème à un moment donné de l'opposition politique. Une opposition politique digne de ce nom. Je prends un exemple très simple. Loin des ZFE, mais ça va revenir au sujet. Quand Yael Braun-Pivet a été réélue présidente de l'Assemblée nationale, que tu as des ministres démissionnaires qui ont quitté leur casquette de ministre et qui ont mis leur casquette de député, qui sont allés voter pour réélire Yael Braun-Pivet, je pensais qu'à une époque, l'Assemblée était le contre-pouvoir de l'exécutif. On ne peut pas, à un moment donné, décemment faire voter les ministres démissionnaires pour Yael Braun-Pivet, donc du même parti, et tout en laissant l'opposition voter. Enfin, à un moment donné, c'est un scandale démocratique ce qui s'est passé là. Personne n'a rien dit. Les LFI, le PS, et le RN n'ont absolument rien dit. Ils sont aussi posé leurs petites fesses sur les bancs rouges de l'hémicycle et ils ont voté. Ils ont participé à la mascarade, comme avec les accords de sécurité à Zelensky, où on les avait fait voter. Ils auraient fait la Macarena ou la Choubaya, place de la République à Paris, ça aurait eu la même intensité et la même efficacité. Et d'autres. Donc, tu vois bien que ce qu'on vit avec les ZFE, les poubelles pucées, tout ce qu'on a vu, la crise sanitaire, les gilets jaunes, les agriculteurs, le Mercosur, c'est pareil. Ces gens-là ont voté contre le Mercosur. Mais de qui se moquent ces gens? De qui se moque le RN? De qui se moque la LFI en allant voter pour le Mercosur alors que c'était un vote consultatif qui n'avait aucune incidence sur l'accord du Mercosur décidé par Ursula von der Leyen, d'ailleurs, qui n'a toujours pas communiqué les textos qu'elle a envoyés à Albert. Et manifestement, l'opposition est complice de ça, de la ZFE, du DPE aussi. On n'est pas là pour en parler, mais le DPE, c'est pareil. C'est une catastrophe écologique, alors même que ces gens-là prônent le libre-échange, que ces gens-là prônent le néolibéralisme, que ces gens-là permettent à des super-tankers 24-24 de tourner autour de la Terre pour aller livrer, qu'on commerce avec la Chine, qu'on commerce avec tout le monde, que c'est un scandale écologique parce que là, pour le coup, les super-tankers dans la flotte, c'est pas terrible avec les métaux lourds et ils finissent généralement sur les plages d'Inde dans des carcasses qui font plusieurs tonnes ou centaines de tonnes. Là, manifestement, ça pose aucun problème à Emmanuel Macron et à sa bande aussi d'opposants. Et là, on est dans ce délire-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute notre démocratie, le système, le clé de voûte qui était le référendum, qui était la démocratie parlementaire, le contrôle exécutif, est en train de sauter. C'est en train de sauter parce que ces gens ne répondent qu'à des intérêts personnels de caste et de carrière. Et l'opposition, pour l'instant, c'est zéro. Zéro, zéro, zéro. Et c'est du mensonge en plus.
Mais je pense qu'il y a un problème qui est multiple, c'est effectivement il y a un problème de volonté d'arrivisme personnel, Ouais. donc d'opportunisme et d'arrivisme personnel, mais il y a aussi le fait ils ont une peur, c'est que en fait d'être invisibilisés par les médias, parce qu'il faut rappeler quand même la responsabilité dans tout ce que tu viens de dire de la classe médiatique qui invisibilise toute personne qui s'écartera justement de ces positions-là. Et donc eux, comme ils sont dans l'opposition est dans une position d'opportunisme personnel et même collectif au niveau de leur parti, ils ont peur de se retrouver écartés des médias. Donc il y a une vraie responsabilité des médias. On voit qu'aux États-Unis, Donald Trump vient de signer un décret pour pouvoir inviter aux conférences de presse de la Maison-Blanche des médias indépendants, des médias citoyens, des podcasteurs, etc. Donc ça, c'est une vraie révolution. On sent vraiment qu'il y a une bascule. D'ailleurs, il a fait toute sa campagne en allant dans des podcasts, en utilisant à fond les médias indépendants. Les gens disent que c'est grâce à son fils Barron, qui est Barron Trump, qui a un petit peu conseillé son père de faire ça et de toucher plus un électorat jeune. Chez nous, on n'en est pas encore là, mais on sent que il va falloir y arriver parce que sinon on s'en sortira pas. Sinon cette invisibilisation dont tu parles et donc cette peur de l'opposition de se positionner vraiment en opposition va continuer. Donc il faut qu'il y ait une bascule à ce moment-là, à ce niveau-là, et que vraiment les médias citoyens, les médias indépendants prennent plus de place. Et d'ailleurs, c'est pour ça certainement que le pouvoir essaye de verrouiller tout ça et de censurer à l'avance tout ce qui est X et tous les médias indépendants. Ben, de toute façon, quand tu as ce désastre cognitif, cette zone de faible émission intellectuelle de notre classe politique, en fait, tu n'as plus l'occasion et tu n'as plus les arguments, plus les armes intellectuelles pour débattre. Donc, quand tu ne peux plus débattre et que tu ne peux plus convaincre, eh ben, tu censures. C'est toujours pareil. Et comme on n'a quand même pas les tanches, les mieux oxygénés du bassin, là-haut, manifestement, ça pose un problème. Mais tu as raison sur les médias, l'invisibilisation. Déjà, il faudrait que un parti politique d'opposition, ou du moins, on verra bien, mais il faudrait s'attaquer au service public. Je veux dire, il est clair qu'on cherche des économies partout. Si on pouvait économiser 4 ou 5 milliards d'euros par an en service public, ça serait bien. Si Léa Salamé, Nicolas Demorand, le matin, ils devaient faire comme nous, Béatrice, et aller faire des tweets pour réclamer des dons, ou à un moment donné, en appeler à la générosité populaire pour rentabiliser et payer leur salaire, leur énorme salaire. D'ailleurs, on aimerait savoir les salaires de Nicolas Demorand et de Léa Salamé et des autres sur le service public parce que c'est payé avec nos impôts. Donc ça aussi. Donc je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, un État devrait, à un moment donné, privatiser, pas du moins pas privatiser, mais arrêter de subventionner les médias publics. Je pense que ce serait véritablement une œuvre de charité publique et peut-être également, à un moment donné, rééquilibrer aussi et laisser la possibilité aux gens qui nous regardent, notamment, de venir nous aider à nous, plutôt que d'aller verser des impôts à d'autres médias. Donc, il y a toute une réflexion autour des médias, bien entendu, mais heureusement, on est quand même, ayant un peu d'espoir. Tout de même, il y a de plus en plus de gens qui nous regardent. On a des grosses communautés, des gens qui nous aident, des gens qui se fidélisent. Donc, on voit bien que c'est un marqueur fort d'une population qui est en train de se rendre compte et qui a besoin, nous avons besoin d'elle, elle a besoin de nous pour être informée et pour les informer. Et je trouve que c'est bien. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps et ça demande beaucoup de moyens. Voilà. Et ces derniers jours, on a vu quand même des énormes dérapages. Alors déjà, on a vu que l'Arcom a fermé C8, mais quand il s'agit du service public, quand Charline Vanhoenacker sur l'émission justement du service public de Léa Salamé vient traiter Elon Musk, vient l'injurier publiquement, le traiter de gros connard pour ensuite le traiter de gros connard fasciste sur France Inter. Là, l'Arcom est en vacances. Quand Jacques Weber appelle littéralement à la supprimer, donc physiquement, le président américain, l'Arcom, est en vacances. Quand Luc Ferry insulte les autistes Asperger en voulant en fait insulter Elon Musk, mais bon, les pauvres Asperger se sont pris les conséquences collatérales de ça. Là, l'Arcom est totalement en vacances aussi. Donc en fait, on sent très bien que l'Arcom et les gens, je pense, commencent à se réveiller là-dessus. Et c'est vraiment un comité Théodule totalement politique. C'est un commissaire politique. Et ça aussi, ça coûte de l'argent. Tu disais pour le service public, mais tous ces comités Théodule politiques qui sont que des bras armés finalement de l'Élysée, ça coûte énormément d'argent et et ça n'a plus rien de démocratique tout ça. De toute façon, ce sont ces comités Théodule, tu l'as dit, l'Arcom, Consort et aussi les centaines d'agences d'État où les gens sont très très bien rémunérés pour ne rien foutre, il faut le dire. Il faut ne rien foutre. Il y avait d'excellents livres là-dessus.
notamment sur les parasites d'État, là-dessus, il y aurait énormément d'économies. Mais tu comprends bien que ce sont des sortes de déchetteries écologiques pour recycler ses copains avant de partir. C'est toujours pareil. Et effectivement, ça nous coûte très cher. Et en plus dessus, nous aurions encore des gens oisifs qui sont très bien payés avec un pays qui se tient à peu près c'est inacceptable, mais ça pourrait tenir, hein, même si je ne l'appelle pas de mes voeux. Mais manifestement, aujourd'hui, ces gens-là, pour ce qui est du média, se sont ligués pour manifestement, tu l'as très bien dit, l'Arcom, pour ne pas en sanctionner du moins les services publics qui invitent Jacques Weber ou LCI qui laisse parler Luc Ferry, hein, l'ancien ministre de l'Éducation, ou Charline Vanhoenacker. Moi, à un moment donné, ces gens devraient être sanctionnés eux-mêmes déjà. On peut pas tenir de propos comme ça à l'antenne parce qu'il y a la liberté d'expression est encadrée par la loi. Bon, mais manifestement, oui, mais alors, ils veulent censurer X parce que soi-disant ça va trop loin, la liberté d'expression va trop loin, et eux ils ne respectent même pas la loi française et l'encadrement de la loi française sur le service public. Donc il y a vraiment quelque chose de complètement fou là-dedans. C'est assumé. Béatrice, tu le sais, ces gens sont des militants, ils n'ont même pas de déontologie. Ce sont des militants politiques qui pensent, en fait, c'est ce que je remarque là-dedans, et on le voit depuis un certain temps, mais là, ces derniers épisodes, effectivement, de Vanhoenacker et de Jacques Weber et des autres, finalement, aujourd'hui, c'est à qui sera celui qui va le plus cracher sur Trump, qui sera celui qui va le plus cracher sur Elon Musk, pardon. En fait, c'est cette petite oligarchie, cette petite oligarchie parisienne de l'entre-soi qui manifestement fait des tours de piste. Tout ça payé par nos impôts, parce que le pire de tout ça, c'est que c'est payé par nos impôts. C'est terrible, c'est-à-dire que, et en plus, ils sont aussi terribles avec les Français, parce que quand on les voit parler des Français, je veux dire, eux aussi, ils ont un mépris de classe, mais c'est du version niveau olympique. Et donc, on paye ces gens, on les finance manifestement très largement. J'aimerais reconnaître aussi le salaire de Charline Vanhoenacker. On aimerait connaître son salaire, parce qu'à un moment donné, c'est du public, on a envie de savoir comment est utilisé notre argent. Et ces gens, en fait, se permettent de droit de cracher aussi sur les Français, parce qu'ils sont extrêmement méprisants, extrêmement condescendants, et notamment pour les électeurs du RN, hein, c'est le cas. Hein, voilà. Et ça pose un véritable problème, parce que, mais tu vois bien, je vais me faire par là, c'est que tu vois bien qu'à un moment donné, cette façon excessive d'insulter, de mépriser, de délégitimer est la meilleure expression de la putréfaction de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est véritablement le stade final. C'est un véritable stade final de cet état, cet effondrement de cette caste médiatique, politique, économique aussi, à bien des égards. Et là, je pense qu'on est en train d'assister à ça. Véritablement, ces gens sont sans limite parce qu'ils sont acculés, Béatrice. Ils sont acculés, ces gens-là. Ils sont dans 2 arrondissements parisiens. Tu connais bien ces gens comme moi, ces arrondissements et ces gens et ces réseaux. Ils sont littéralement acculés. C'est fort à la mot. Donc, ils se croient tout permis. Ils font absolument n'importe quoi. Et ça va, à mon avis, ça va leur coûter cher. Enfin, c'est sûr et certain. Je ne vois pas comment ça peut tenir très longtemps, cette histoire-là. On ne peut pas avoir décemment des propos comme ça sur les médias publics. Et on voit bien que quand tu ajoutes à ça Jean-Noël Barrot qui va envoyer des soldats français au Groenland, non mais ces gens, mais pour qu'est-ce qu'on a fait pour mériter des gens comme ça en fait? Bon, ben qu'est-ce qu'on a fait? Ben on n'a plus de démocratie. Voilà, c'est d'ailleurs un peu le début de la réponse. Voilà. Ouais, comme dernier sujet de cette émission, je voulais revenir sur un buzz qui a été fait par Didier Bourdon. Donc, je voudrais pas m'attaquer du tout à Didier Bourdon, parce que notre but, c'est pas de s'attaquer à des personnes, c'est de prendre une anecdote et un cas et d'avoir une réflexion dessus. Donc, Didier Bourdon a fait le buzz parce qu'il a été filmé par un internaute qui lui posait une question sur la crise sanitaire à l'époque où il avait traité de connards les gens en plein Covid, les gens qui refusaient de prendre l'injection, etc. Et il dit dans cette vidéo qu'en fait, tout le monde a mal compris, qu'en fait, c'était du 4e degré, que lui-même était pas pour l'injection, etc., etc. Au-delà de son cas personnel, parce que ça a fait un buzz, parce que les gens n'ont évidemment pas oublié, moi y compris, hein, et sans parler de lui personnellement, comment on fait en tant que société, maintenant qu'on a vécu ça, maintenant que l'heure de vérité est passée, c'est-à-dire qu'on a vu au moment où c'était important comment les uns et les autres se sont positionnés. C'est-à-dire qu'on a vu ceux qui ont hurlé avec la meute et on a vu ceux qui ont essayé de faire l'autruche pour s'en sortir, ceux qui ont pas osé, ceux qui ont dit des choses. Comment on fait pour réunir une population? Parce que j'entends beaucoup sur les réseaux, oui, ni oubli, ni pardon.
Mais à un moment donné, il va bien falloir réunir quand même la population et avancer. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire forcément pardonner, mais il va falloir trouver quelque chose pour à nouveau se réunir. Et comment on fait, Nicolas? Ben, ces gens vont disparaître médiatiquement. Je prends l'exemple très simple des Gilets jaunes. Depuis les Gilets jaunes, moi j'ai suivi ça de très près, notamment dans le cinéma que tu connais bien. Tous les films des acteurs blockbusters français ont connu des bides. Alors il y a un problème, il y a eu le problème de la crise sanitaire, il y a eu le problème aussi du pouvoir d'achat, mais il y a eu aussi les Gilets jaunes qui ont fait la fortune de tous les acteurs, les Danny Boone, les Omar Sy, tous ces gens-là, c'est les Gilets jaunes qui sont allés les voir, c'est les Gilets jaunes qui ont filé leur pognon, c'est les Gilets jaunes qui ont rempli les salles, c'est les Gilets jaunes qui ont envoyé ces gens vivre à l'autre bout du monde pour ne pas payer d'impôts, c'est les Gilets jaunes. Et quand les Gilets jaunes se sont rendus compte qu'ils étaient sur les ronds-points, qu'on les a mutilés, on les a éborgnés, on les a enfermés, et que ces gens ont fermé leur gueule, qu'ils étaient à Los Angeles, qu'ils étaient machin, et que surtout, ils ont évité de prendre position pour les Gilets jaunes en ne disant rien, en continuant d'aller sur Première, en continuant d'aller sur Canal, en continuant d'aller monter les marches de Cannes ou je ne sais de quel festival à droite ou à gauche dans le monde, eh ben, les gens se sont rendus compte qu'en fait, ces acteurs qui étaient toujours en train, dans la bien-pensance, bouffis par le don de soi, à aller défendre toutes les causes nobles, généralement très loin dans un pays très éloigné, parce qu'il fallait trouver chacun, il fallait qu'il ait son sujet. Hein. Les uns, c'était le Biafra, l'autre, c'était ci, l'autre, c'était machin. Eh bien, quand ça s'est passé en France, que la répression a été si terrible en France, il y a eu une démocratie, une répression populaire qu'on n'en a jamais vu dans notre époque contemporaine. Les gens, il faut regarder les audiences et les entrées de salles. Depuis, les Gilets jaunes ont fait payer très chèrement aux acteurs ce qu'ils n'ont pas dit ou ce qu'ils n'ont pas voulu dire pendant les Gilets jaunes. Et le cas de Didier Bourdon, c'est le cas. Tu as raison de le dire. C'est un exemple, mais ça a été aussi beaucoup le cas. On se rend compte qu'aujourd'hui, les gens ont compris que cette espèce de showbiz ne vivait qu'entre soi. C'est une endogamie totale. Des gens qui ne vivent jamais qu'à Paris et puis dans les grandes capitales du monde pour faire des promos en gagnant très bien leur argent. Notamment les acteurs de cinéma sont très bien payés par le CNC. Il faut écouter Laurent Firotte qui en parle très bien de ça. D'ailleurs, ils sont payés, donc ils sont grassement payés avec l'argent des impôts des Français et ils habitent à l'étranger pour défiscaliser. Voilà. Donc, je pense sur la question de ni oubli ni pardon, ces gens seront oubliés médiatiquement et je pense que ça fera monter aussi une nouvelle génération d'acteurs, de comédiens, peut-être beaucoup plus structurés, qui ont plus de valeur et qui nous permettront d'avoir des films de meilleure qualité et peut-être que notre argent, littéralement, soit mieux utilisé pour avoir un cinéma français qui remonte dans notre estime et nous aimerions revoir le cinéma français de Lino Ventura, de Funès, de tous ces grands films que moi je regarde toujours avec beaucoup de plaisir parce qu'aujourd'hui c'est fini. Et je pense que dans N'Inoubliez Pardon, ils seront oubliés médiatiquement et les Français vont se souvenir que ces gens les ont trahis ou du moins les ont trahis par la parole. Je rappelle d'ailleurs que le concert des Enfoirés continue à tourner. Tous les gens qui participent aux Enfoirés depuis 10 ans, on les a entendus sur les Gilets jaunes, personne. Alors ils vont chanter la bonne parole sur des scènes pleines à craquer, dans des super hôtels, chauffeurs, des machins et tout, ça fait des stars. Par contre, quand les Gilets jaunes se sont fait massacrer dans la rue et que j'ai vu des femmes qui venaient de Picardie, qui venaient de Bretagne, qui venaient de Strasbourg, se faire traîner dans les rues, avenue de la Grande Armée à Paris par les cheveux, par les CRS, j'ai pas entendu ces gens-là la ramener. J'ai pas entendu les Marion Cotillard et consorts la ramener. Donc, je pense que pour revenir à Didier Bourdon, lui, il a essayé maladroitement de se justifier. Je pense il a pas préparé parce que ça se voit, hein, il est très embêté. On voit que dans son élocution, il essaye de combiner des trucs. On voit qu'il est très mal à l'aise. Il l'a fait sur le vif, bon, c'est son choix, mais je pense que l'Inoublié pardon sera mécaniquement mis en place avec des Français qui accepteront plus de participer finalement au financement de ces pseudo-célébrités qui n'apportent rien dans le domaine intellectuel et culturel. Et tu sais très bien ce qu'il en est puisque tu en as fait les frais, Béatrice. Voilà. Oui, ben on n'est pas encore à ce stade-là parce que pour l'instant, tous ceux qui se sont positionnés ont payé très très cher de l'avoir fait et j'en suis la première. Et donc voilà. Mais en tout cas, restons sur une note optimiste. On espère quand même que les choses vont s'arranger pour les Français, pour ce beau pays. Je te remercie infiniment d'être venu aujourd'hui. En tout cas, voilà, le livre de Nicolas Vidal, La
la tempête qui vient. On la trouve sur son site Putsch ou sur Amazon. Merci Nicolas. Bravo. Je voulais juste dire un petit mot pour ceux qui sont encore là que on se connaît depuis justement la crise sanitaire et que voilà, t'as jamais lâché les sujets, les gens et que t'es toujours là et bravo pour ça et donc voilà. Ben merci, c'était pareil pour toi. Réciproquement, tu en as beaucoup souffert, tu as beaucoup été, voilà, tu as été blacklisté totalement et que tu t'es engagé et tu as bien fait tenir la barre parce que le vent est en train de tourner. Et donc félicitations à toi. Ça a été beaucoup de courage que tu as pu exprimer, Béatrice. Ça n'a pas été facile, je le sais, surtout dans ton milieu. Et en tout cas, ce que je voudrais dire pour finir, c'est que pour finir là-dessus, on ne gouverne jamais impunément contre son peuple. Voilà. Et ça, je pense qu'ils l'ont oublié et qu'ils vont faire manifestement les frais, ces gens-là. Voilà. Bon, bah, merci Nicolas. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Salut.